Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Il est 9h34. Je vous propose de démarrer. Tout d'abord, merci d'être présent derrière vos écrans pour ce webinaire Blocking Block Jeux Média qui va vous présenter donc la valorisation des maquettes numériques Covadis avec les solutions Blocking Block. Je m'appelle Eric Pellerbe. Je suis en charge du développement de la solution Blocking Block et je suis ce matin accompagné de Lionel. Enchanté, Lionel Perrin, merci Eric. Donc, je suis ingénieur avant-vente et spécialiste infrastructure et référent Block in Block chez Geomedia. Ce matin, ce webinaire d'une durée théorique on va se donner 45 minutes, si vous en êtes tous d'accord, va se dérouler en 3 parties. Une introduction tout d'abord sur d'actualité sur l'actualité du groupe, Sogelink Géodésial. Nous rentrerons ensuite dans le vif du sujet sur la présentation du workflow des solutions Covadis vers les solutions Block in Block et ensuite le retour des annotations vers la solution Block in Block. Et enfin, en dernière partie, on se laissera une dizaine de minutes de questions et de réponses. Donc, n'hésitez pas à garder dans un coin de vos têtes tous les éléments qui vous sembleraient nécessaires d'être précisés pour que nous puissions y répondre. Si toutefois cette partie de questions-réponses était trop courte ou des questions vous venaient a posteriori, on vous transmettra une adresse mail, à partir de laquelle vous pourrez nous joindre et on se fera un plaisir de vous répondre, faire des démos et préciser tout élément qui semblerait nécessaire, et évidemment dans les plus brefs délais. Si tu es OK, Lionel, on va démarrer. On va donc couper nos caméras et rentrer dans le vif du sujet. Comme je vous le disais, donc un point d'actualité. Depuis quelques mois, le Geodesia Group a fusionné avec la société Sogelink. Donc, la fusion de ces deux groupes va créer un leader de solutions logicielles autour des métiers de l'infrastructure. Sogelink, pour mémoire, c'est près d'une trentaine de solutions, dont DICT.fr et des solutions comme Club2Map ou Land2Fibre, plutôt sur la partie ingénierie, et Geodesial Group, qui historiquement porte les solutions Geomedia, qui nous intéressent tout particulièrement ce matin via Covadis, et les autres modules et la solution Geomensura, et depuis octobre dernier, la solution Block in Block. Quelques chiffres, donc Sogelink Geodesial Group, c'est 34 000 clients, une quarantaine de solutions, aujourd'hui 335 collaborateurs, une croissance forte, avec 3 filiales à l'international, 138 000 utilisateurs et un peu plus de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une répartition hexagonale assez cohérente, avec un siège à Lyon, Caluire, pour être précis, 7 agences réparties dans toute la France et une présence en Hongrie, en Suisse et au Canada. Voilà pour le point d'actualité du groupe et de la fusion de Sogelink et de Geodesial. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Le cas d'usage qu'on va vous présenter aujourd'hui avec Lionel est le suivant. On va se mettre tour à tour, Lionel puis moi, dans la peau de Jean. Jean est donc responsable de la conception d'un projet d'infrastructure routier. Son objectif principal est de valider ses hypothèses de conception sur le terrain via une solution collaborative et mobile. Donc, on est sur une phase très amont de projet. Les outils qu'il va pouvoir utiliser sur la partie conception vont être Covadis et ses différentes extensions. Sur la partie mobilité et collaboration, ça va être la solution Block in Block. Il va pouvoir partager et annoter son projet via un format d'annotation standard qui est le BCF. Quelques mots de présentation de la solution Block in Block. Donc, c'est une solution collaborative de réalité augmentée au service du BIM. C'est une solution SaaS, cloud et mobile, c'est-à-dire que sur la partie SaaS, une partie de notre expertise et une partie de notre puissance de calcul est déportée sur le cloud. Évidemment, la partie mobilité pour emmener vos projets BIM directement sur le chantier. Sur la mobilité, on s'appuie sur une technologie qui est la réalité augmentée. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est donc la superposition d'une réalité et d'éléments qui peuvent être des sons, des images 2D, de la 3D, de la vidéo, calculés en temps réel par un système informatique. Autrement dit, ça va être la capacité que nous allons avoir
à projeter et à superposer in situ une réalité avec un projet construit ou à construire. Dans le cas qui nous intéresse ce matin, ça va donc être la superposition d'une réalité qui est une réalité de terrain avec un projet de conception, un projet routier d'infrastructure de conception. On adhère pleinement au système d'interopérabilité de l'OpenBIM. Donc, nous traitons en entrée de l'IFC, comme on va le voir tout à l'heure, et notre système d'annotation s'appuie sur le standard BCF. Notre stockage et nos systèmes de traitement sont sur des data centers français. Je vais laisser la parole à Lionel qui va vous présenter donc la solution Covadis et ses différents modules et ensuite enchaîner sur le début du workflow de conception. Merci Eric. Donc Jean et ses collaborateurs vont disposer de plusieurs outils que propose Géomédia, notamment déjà Covadis, qui est un logiciel de conception pour les activités de travaux publics dédiés à l'aménagement urbain pour les bureaux d'études. Ce logiciel de conception va permettre de faire des projets de voirie, de routes, de réseaux, de plateformes. Il fonctionne totalement, il est totalement intégré à AutoCAD et ça permet de faire de la gestion de projets d'infrastructure de sa phase initiale, donc très en amont comme on va le voir aujourd'hui, jusqu'à la phase finale, les exécutions, les DOE. Et cette technologie est 100% OpenBIM, bien sûr. Jean va disposer aussi d'un logiciel de conception d'infrastructures de transport linéaire pour les routes principalement, mais aussi tout projet d'infrastructure linéaire, murs, ponts ou murs, pardon, pas les ponts, les murs, les fossés ou d'autres choses encore. Donc ce logiciel est totalement intégré avec Covadis et couplé à Covadis dans AutoCAD bien sûr, et va vous permettre de faire tous les projets de route et autoroute sur la base de normes routières que l'on connaît très bien comme l'ICTAL, l'ICTAVRU, la norme VSA. Les projets vont être en 3D avec une technologie OpenBIM depuis le logiciel Covadis. On va utiliser les exports IFC de Covadis, comme on le verra plus tard. La conception multi-axe de autopiste permet de faire très rapidement les carrefours et les giratoires en 3D. Et dans la dernière version d'autopiste, il a été ajouté la possibilité de faire des échangeurs et la mise en 3D de ces échangeurs en générant l'amorce aussi pour la sortie de la bretelle. Et il y a un outil de récupération de chaussées automatisé inclus aussi dans Autopiste. Nouveau outil qui est sorti avec la V17.1 de Covadis, c'est GeoRail, qui est un logiciel de conception d'infrastructures ferroviaires, mais aussi pour les tramways et le métro. Donc, ce logiciel permet donc de faire l'intégralité de la modélisation 3D des projets ferroviaires. Alors, vous avez la possibilité d'avoir les normes LGV, mais aussi de pouvoir faire du TER, métro, tramway et les voies classiques. Il est bien sûr OpenBIM couplé avec Covadis et il est possible de faire donc, les exports IFC, mais aussi IMX pour aller dans InfraWorks ou LandXML pour fournir les données pour faire du guidage d'enchaîne sur le terrain, en phase exé. Il couvre l'ensemble des cycles de vie du projet depuis la conception jusqu'à la réalisation des travaux. Alors, maintenant, on va voir le processus de travail que va pouvoir utiliser Jean en étude amont grâce aux outils Géomédia. Et donc, il va pouvoir utiliser Covadis pour faire la conception d'un MNT RGE altimétre qui sont les données IGN qui sont libres de droit depuis le mois de janvier, depuis le début de cette année. Il va pouvoir aussi faire la conception des giratoires en plan 2D, la conception des réseaux gravitaires en 3D en se basant sur les altimétries du RGE altimétre et ensuite sur les altimétries projets, donc les MNT, projets et terrain naturel. Et on va pouvoir faire l'export IFC de l'ensemble du projet, y compris les données autopistes et GeoRail. Grâce à Autopiste, Jean va pouvoir faire la conception du projet de la section courante, mais aussi la mise en 3D des giratoires, comme on va le voir dans le process qu'on va utiliser, et pour ce projet-là, et la conception et la mise en 3D des bretelles de sortie. Et avec GeoRail,
Jean va pouvoir faire la conception du projet ferroviaire et la mise en 3D de l'intégralité des équipements ferroviaires. Premièrement, le traitement d'un RGE altiomètre dans Covadis. Donc, comme je vous le disais, IGN, depuis le mois de janvier de cette année, met à disposition les données RGE altiomètre pour toute la France. Et donc, vous pouvez récupérer l'intégralité d'un territoire pour un départ, pour une région, et donc intégrer cela dans Covadis. Il va être possible de traiter ces fichiers .asc via l'assistant MNT objet de Covadis. Il est possible de réduire le nombre de points si la zone est beaucoup trop grande, et ensuite, on va pouvoir générer une surface triangulée dans Covadis visible grâce à AutoCAD en 2D et en 3D. Une fois ce MNT généré, Jean et ses équipes vont pouvoir créer, avec Autopiste et GeoRail, les notions d'axe en plan et de tabulation aussi bien pour le projet linéaire, pour la voie section courante de projet routier, que pour la voie SNCF. Comme on peut le voir sur l'image d'Autopiste, Autopiste et GeoRail, pour les deux, c'est la même chose. Ils sont totalement multi-axes, c'est-à-dire que pour un seul et même projet, on peut avoir autant d'axes que l'on veut dans le même projet, ce qui va permettre de générer un seul MNT global projet pour l'intégralité des axes, ce que l'on verra plus tard. Grâce à AutoCAD Map 3D, on va pouvoir afficher une carte routière en fond de plan pour pouvoir mieux localiser les routes existantes, les problématiques de raccordement, s'il faut des ponts, s'il faut des tunnels, etc. On va pouvoir aussi, grâce à AutoCAD Map 3D, afficher une vue satellite. Et dans Autopiste et GeoRail, on va pouvoir générer le profil en long et les vues de profil en travers directement de l'ensemble du projet. Alors, dans Autopiste, dans le profil en long, les bandeaux sont personnalisables avec des cotations spécifiques et dédiées au projet routier. Et ensuite, il y aura des cotations et des étiquettes diverses pour faire de l'affichage, pour indiquer des directions, des points durs, des contraintes, comme une route existante, si on passe au-dessus d'une route existante, ou si on passe au-dessus d'une rivière, d'un fossé, etc. Dans GeoRail, exactement la même chose. Les bandeaux du profil en long sont totalement personnalisables avec des cotations spécifiques au ferroviaire et ensuite des étiquettes diverses dédiées au ferroviaire, comme on peut le voir sur la petite vue. L'affichage des profils en travers est possible grâce à la création et à l'utilisation des profils type expert qui est aussi bien dans Autopiste que dans GeoRail. Et ensuite, on peut isoler ces profils pour visualiser les hauteurs de remblai, etc. Ensuite, grâce à AutoCAD et grâce à, bien sûr, Autopiste et GeoRail, on va pouvoir fusionner ces MNT projets avec le terrain naturel. Et grâce à AutoCAD, on va pouvoir avoir une vue coupée, diverses vues, comme ici une vue en plan, mais aussi une vue 3D qui va nous permettre de visualiser les altimétries du projet, les courbes de niveau et différents problèmes peut-être de conception. Grâce à GeoRail, on va pouvoir avoir une vue 3D des équipements ferroviaires. Donc, on va pouvoir modéliser en 3D les traverses, les rails, les caténaires et autres blocs 3D à poser le long de l'axe. Dans Covadis, Jean va pouvoir utiliser l'assistant giratoire qui va lui permettre de créer tous les giratoires en plan 2D pour raccorder les routes existantes, mais aussi la section courante projet que Jean a réalisé avec ses équipes juste avant. Grâce à Autopiste, on va pouvoir utiliser l'outil multi-axe qui va aller récupérer les données du giratoire 2D de Covadis, réalisé avec Covadis, et modéliser rapidement en 3D l'intégralité des profils en long, la création bien sûr des axes, des profils en long, les tabulations, et ensuite les carnets de profils en travers de l'ensemble du giratoire, des giratoires pour le coup ici. Jean va pouvoir utiliser dans Autopiste l'outil, l'assistant bretelle, qui va lui permettre de créer depuis la section courante, là ici, la bretelle de sortie, et de pouvoir créer ensuite en 3D grâce à l'outil multi-axe
de récupérer cette bretelle 2D pour la modéliser en 3D et créer l'amorce de sortie afin de pouvoir raccorder après soit sur le terrain naturel, soit sur un autre projet autopiste. Jean va disposer aussi depuis Covadis d'un outil, d'un module assainissement qui va lui permettre directement de projeter les cotes tampons de ses regards directement sur les MNT projets et ainsi de pouvoir faire les connexions directement sur les points bas. Jean va disposer de différents outils dans Covadis qui vont lui permettre soit d'afficher des lignes d'écoulement de gouttes d'eau, soit de trouver les points bas sur le MNT depuis les profils en long projet ou d'autres manières, afin de pouvoir poser les regards au point bas ou les avaloirs et ainsi de connecter, de mettre des têtes de buse, des têtes de pont directement dans les fils d'eau de fossé et ainsi de créer l'intégralité de l'assainissement du giratoire. Jean va disposer aussi dans Covadis de l'outil signalisation qui va lui permettre de mettre depuis la 2D de poser tous les marquages au sol et les panneaux, mais aussi de les projeter directement sur le MNT rapidement afin d'avoir une vue 3D complète qui intègre aussi bien les MNT projets que les marquages au sol et les panneaux en 3D. Une fois que l'intégralité du projet est réalisée, aussi bien pour la partie ferroviaire que pour la partie routière, assainissement et signalisation, eh bien, Jean va pouvoir faire ses exports IFC. Les exports IFC seront compatibles au format 2x3, format 4 et format 4.1. Il va pouvoir de fait exporter une surface topographique, projet, talus et terrain naturel. Il va pouvoir exporter ce que l'on appelle les zones de structure qui sont l'équivalent du BIM des surfaces de l'existant, c'est-à-dire que sur une route existante, on va pouvoir recréer la 3D de la route avec les structures existantes de la route, les accotements, les espaces verts, pour faire du BIM de l'existant. Il va pouvoir exporter aussi les blocs 3D, les solides 3D et les maillages, et ainsi, et aussi leur ajouter des jeux de propriétés métiers et choisir dans quelle classe BIM il va devoir les exporter. Tous les réseaux gravitaires sous pression et réseaux secs seront aussi, du moment qu'ils sont modélisés avec les outils Covadis, seront exportables en IFC. Les plateformes de type parking, voirie simple, terrassement, espace vert, bassin, mais en mode projet ce coup-ci avec leur structure, seront aussi exportables en IFC. Jean va pouvoir aussi, du coup, exporter tous les projets linéaires qui ont été réalisés soit avec l'outil Covadis Projet Linéaire ou Autopiste ou Géorail. Ce sera toutes les routes, les murs de soutènement, les fossés, tous les ouvrages dits linéaires qu'il aura pu réaliser avec les outils à sa disposition. La signalisation horizontale et verticale, bien sûr, seront exportables en IFC, ainsi que les objets murs et les objets bordures du module bordure de Covadis. Voilà, à toi Eric. Merci Lionel. Donc une fois que Jean a pu concevoir son projet avec les différents outils, il va pouvoir cette fois-ci utiliser la solution Block in Block pour aller sur le terrain et mettre en situation sa maquette numérique. Pour ce faire, il va y avoir une étape préalable qui va se passer sur le cloud Block in Block. Il va donc créer son projet. Lorsqu'il va créer son projet, donc il va le nommer bien évidemment, indiquer différents éléments, si la maquette est géoréférencée ou pas, indiquer le type de notes qu'il souhaite faire. Donc pour des phases amont de projet, des notes d'observation semblent les plus indiquées. Il va pouvoir gérer également l'accessibilité à son projet, si c'est un projet interne ou si c'est un projet privé. Donc je dirais le niveau de collaboration à son projet. Et donc créer ces éléments. Une fois que son projet est créé, Jean va pouvoir déposer évidemment ses IFC, mais d'autres types d'informations, d'autres types de fichiers.
Ce pourra être des plans 2D via le format PDF, de la documentation technique, de la documentation sur des éléments relatifs au projet. Ça peut être aussi des pièces marché, par exemple. Et il retrouvera également dans cet espace ses rapports, c'est-à-dire la compilation des notes qu'il aura pu faire sur son projet. Pour importer les IFC générés par Covadis, comme Lionel vous l'a montré tout à l'heure, rien de plus simple, il ouvre la page dédiée à cette fonctionnalité. Il va sélectionner l'ensemble des IFC, les glisser, les déposer à l'intérieur de son projet. Il y a un temps de téléchargement donc qui est dépendant de la qualité de connexion de Jean. Et une fois que le téléchargement est réalisé, il va retrouver l'ensemble de ces 14 IFC directement dans son espace projet. On voit sur cette page une certaine somme d'informations que la plateforme Blocking Block communique à Jean. Ces informations sont les suivantes. Donc on va retrouver donc les 14 IFC qui représentent 455 MO de fichiers. Donc c'est un projet qui commence à être important. Et entouré de cercles jaunes, on va voir les éléments qui vont être transmis directement sur la tablette. C'est-à-dire qu'une fois que l'outil Blocking Block a opéré son optimisation, on voit que le stockage 3D ne représente plus que 34 MO d'éléments 3D versus les 455 MO de fichiers. Donc, il y a un vrai travail d'optimisation réalisé par Blocking Block. Et ensuite, un nombre de vertex et un nombre de triangles. Ces éléments-là, je ne vais pas vous les détailler maintenant. Je pourrais revenir dessus sur la partie questions-réponses si vous le souhaitez. L'information à connaître, c'est que ces éléments vertex et triangles représentent la charge graphique qui sera transmise sur la tablette. L'outil Blocking Block va automatiquement analyser ces éléments-là et vous indiquer la compatibilité avec le device que Jean va utiliser directement sur ce chantier. On voit que la compatibilité est au vert, donc tout va bien. Jean peut continuer son processus. Ensuite, il va pouvoir gérer son niveau de collaboration. La collaboration avec l'outil Blocking Block se gère de deux manières différentes, une partie intervenant et une partie équipe. La partie intervenant représente les personnes qui vont travailler avec Jean, collaborer avec Jean, mais qui sont en dehors de son organisation, en dehors de son entreprise. Ça peut être sa maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre avec qui il collabore. Donc, pour remplir ces éléments, et donc il va leur affecter un rôle, les nommer et remplir les différents champs. Ça, c'est pour la partie maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre déléguée. Ça peut être également des entreprises qui vont collaborer avec lui sur le chantier. Et donc, pour renseigner ces éléments, il va rentrer dans l'onglet à sa disposition et remplir les différents champs. Donc, la partie intervenant, c'est l'extérieur, c'est les personnes extérieures à son organisation. Ensuite, la partie équipe, c'est les personnes qui sont dans son entreprise, avec qui il va pouvoir collaborer sur son projet. Il va donc pouvoir inviter ses collègues à venir travailler avec lui sur son projet, déposer des IFC, récupérer des notes ou mettre à jour des éléments. Il va pouvoir également gérer les rôles des personnes, c'est-à-dire le niveau d'accessibilité de ses collègues à son projet. Une fois que ces éléments sont faits, c'est-à-dire que ces IFC sont déposés, il a géré sa collaboration externe avec ses intervenants et interne avec son équipe, Jean va pouvoir aller sur le chantier. Aujourd'hui, la solution Blocking Block est disponible sur l'iPad Pro 2020 LiDAR. Donc, une fois que Jean a son appareil en main, il va aller chercher le projet qui l'intéresse, télécharger, sélectionner toute ou partie des IFC qui l'intéressent et télécharger les éléments qui lui semblent nécessaires pour son opération de contrôle sur site. Une fois que les différents éléments sont téléchargés en dur sur la tablette, Jean va avoir deux modes de navigation. C'est-à-dire qu'il va pouvoir utiliser son projet via une navigation 3D, c'est une visionneuse 3D, ou via la réalité augmentée. La visionneuse 3D va lui permettre de visionner son projet directement sur site. La visionneuse lui permet également d'interagir avec les différents éléments et s'adapte parfaitement à des projets d'infrastructure, comme on peut le voir à l'écran, même avec des très grands linéaires et des projets de grande importance. Évidemment, tous les éléments, on peut interagir avec tous les objets 3D présents dans la maquette numérique, soit en les isolant, soit en les masquant, et évidemment en récupérant la donnée attributaire générée par les outils Covadis.
ça, c'était pour la navigation 3D. On va passer maintenant à la mise en situation in situ via la réalité augmentée. Différents types de mise en station sont possibles, qui s'adaptent soit au type de chantier, soit à la phase de chantier dans laquelle on se situe. Positionnement avec un angle, comme on peut le voir à l'écran, est plutôt une mise en station de réalité augmentée dédiée au projet de bâtiment, au projet en élévation, voilà, ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas de Jean. Aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur un positionnement manuel qui était parfaitement adapté à des situations très amont de projet lorsque le projet n'est pas encore réalisé. Pour ce faire, Jean va pouvoir sélectionner un point dans sa maquette numérique, avec le pointeur comme on le voit à l'écran, sélectionner ce point virtuel et ensuite mettre en cohérence ce point virtuel avec une réalité. Il va donc avoir après une opération de recalage d'orientation à faire, puisqu'en fait, on a récupéré l'indication du nord géographique de la maquette numérique qu'on va mettre en cohérence avec la boussole et l'orientation donnée par la boussole de la tablette. Il y a quelques degrés d'écart qui sont dus à la tolérance constructeur, et c'est cette tolérance que l'on va recaler in situ. Une fois que sa mise en station est opérée, Jean va avoir à sa disposition différents outils pour appréhender au mieux le projet dans la réalité. Premier outil à sa disposition, ça va être la gestion de la profondeur de champ. Donc, il va pouvoir gérer la profondeur de champ, c'est-à-dire la quantité de maquettes qu'il va afficher de deux manières différentes. Il va pouvoir la gérer soit en coupant la maquette devant lui, comme on le voit à l'écran, soit en coupant la maquette depuis l'infini vers lui. Donc, ça va vraiment lui permettre d'appréhender au mieux son modèle numérique, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, et quelle que soit la quantité de maquettes qu'il souhaite afficher. Il va également pouvoir appréhender des notions de profondeur, et notamment des notions de profondeur réseau. Grâce à cet outil fonctionne de la manière suivante. En fait, on va calculer et donner l'information à Jean de la profondeur de la matrice supérieure du réseau par rapport au sol scanné réel qui est sous ses pieds. Il va donc, en l'espèce, effacer la voirie. Le réseau s'affiche. On va allumer l'élément de calcul et on voit qu'ici, la profondeur réseau de la génératrice supérieure est à 2,10 m et la cote tampon est à 1,31 m sous le terrain naturel actuel. Une fois qu'il a pu appréhender au mieux son projet avec ces différents outils, il va pouvoir annoter sa maquette numérique. Il va pouvoir l'annoter grâce aux outils, grâce à la fonctionnalité BCF. Lorsque Jean va avoir en situation des éléments qui lui semblent nécessaires d'être annotés pour pouvoir remonter cette information-là sur la partie collaborative, puis directement dans son outil de conception, il va sélectionner un objet et une page d'annotation va apparaître dans laquelle différents champs vont lui être mis à disposition. Résumé, un statut, voilà, ouvert, fermé, une description et un screenshot, c'est-à-dire une superposition, une capture d'écran de la superposition de la réalité avec la maquette numérique. Dans l'exemple qui vous est présenté, une interrogation sur des positionnements de signalisation verticale, voilà, à l'entrée du giratoire, sur les différentes bretelles du giratoire. Et donc, en fait, comme vous le voyez, il peut générer de manière très simple, très effective et de manière très efficiente toutes sortes d'annotations sur les éléments qui lui semblent nécessaires d'être annotés. Ça peut être un exemple sur de la signalisation verticale, également sur des intersections de voirie, c'est-à-dire que dans l'exemple qui vous est présent, dans l'exemple suivant, une intersection de la voirie future avec une voirie existante. Jean va donc pouvoir visualiser cette intersection, la noter, faire des captures d'écran et remonter toutes ces informations-là directement dans son outil de conception. Une fois que ces informations et qu'il a pu opérer son contrôle in situ, grâce à la réalité augmentée, Jean va pouvoir retourner sur site et synchroniser ces différentes notes sur son espace Blocking Block. Ces notes, il va pouvoir les trier par statut, par priorité, par personnes qui l'ont créé et par date de création. Il va également pouvoir les éditer.
tous les champs qui lui étaient accessibles en mobilité sont également disponibles sur la partie web de Block in Block. Il va pouvoir les modifier, rajouter des pièces jointes, modifier les priorités, modifier la personne à qui c'est assigné et également commenter le BCF. Donc, on rentre vraiment dans le cœur du réacteur de la collaboration grâce à ces annotations. Ces annotations, il va pouvoir les exporter de deux manières différentes, soit en format .bcf, donc en format numérique, qui vont pouvoir être directement réinjectés dans Covadis, comme Lionel va vous montrer tout à l'heure, et également, Jean va pouvoir les exporter en format PDF, donc il va sélectionner toute ou partie des notes qui l'intéressent, et si certaines personnes de son équipe ne sont pas très à l'aise avec le format PDF, ou alors si contractuellement il doit diffuser ces informations sous format rapport, eh bien, il va pouvoir générer ces rapports et ces éléments sont en fait la somme, comme on le voit sur la partie droite de votre écran, la compilation, la somme des notes qu'il a pu faire sur site. Donc, on va retrouver l'ensemble des informations, statut, priorité, date de création et personne ou intervenant à qui la note est affectée. Une fois que ces notes sont faites, il va pouvoir reprendre la main et les récupérer sur Covadis. Et Jean, donc Lionel, aujourd'hui, va vous montrer tout ça. À toi, Lionel. Oui, merci. Je suis là. Voilà. Donc, effectivement, Jean, maintenant, va pouvoir, avec ses collaborateurs, depuis Covadis, va pouvoir importer les BCF. Donc, il faut pour cela que ce soit du BCF zip. Il va utiliser depuis Covadis VRD, flux de travail BIM. Il va aller ouvrir cette barre d'outils qui va lui permettre de faire de l'import BCF. Il va aller chercher ce fichier BCF zip et directement, à l'ouverture de la boîte de dialogue, il va zoomer AutoCAD. En fait, on va zoomer directement sur la collision, sur la note BCF telle qu'elle a été prise sur le terrain. Donc, on va pouvoir passer d'une note à l'autre et visualiser directement l'endroit qui pose problème, qui a été noté depuis le terrain. Donc, en passant d'une note à l'autre, on se déplace directement depuis AutoCAD. Ensuite, Jean va pouvoir insérer une photo à chaque fois pour bien localiser le problème et l'identifier pour lorsqu'il sortira de cette boîte de dialogue. En cliquant dans Passer dans la vue, il va pouvoir aussi directement visualiser une vue 3D qui correspond exactement à la photo qui a été prise sur le terrain. Donc ici, il va pouvoir visualiser directement, zoomer sur le regard. Ensuite, une fois que toutes ces informations ont été intégrées, eh bien, Jean va pouvoir sortir de la boîte de dialogue, faire toutes les corrections nécessaires et ainsi, il va pouvoir réexporter les IFC pour pouvoir les fournir à nouveau au BIM Manager et retourner dans la solution Block in Block pour mettre à jour les IFC. À toi, Eric. Donc, on a vu la fluidité d'utilisation et du workflow entre la solution Block in Block et les solutions Covadis. Et on pourrait en conclusion de ce webinaire parfaitement se projeter sur les phases suivantes, puisque nous étions dans ce qu'on vous a présenté avec Lionel sur des phases très amont de projet. Donc, mise en situation d'un projet de conception. Ce workflow s'adapterait également parfaitement sur une phase d'exécution avec des modalités et d'un fonctionnement assez proches. Donc, depuis les outils Covadis, Autopiste et Georail, un export en IFC sur la solution Block in Block et une mise en mobilité de ces éléments-là. Sur des phases d'exécution, ça aurait pour avantage de faciliter le contrôle de mise en œuvre, soit pour des utilisateurs de maîtrise d'œuvre pour pouvoir contrôler l'exécution des entreprises, soit si vous êtes entreprise de travaux, pouvoir contrôler et faire de l'autocontrôle d'éléments réalisés. Ça va vous permettre d'augmenter la productivité de votre contrôle et la productivité des éléments réalisés et améliorer la collaboration autour de la maquette IFC.
Donc, on est vraiment dans un flux d'itération et dans une facilité d'export de l'information, de la maquette numérique depuis le bureau vers le terrain via ce workflow tel qu'on vous l'a présenté. Nous en avons terminé avec Lionel sur cette partie de présentation de ce workflow des solutions Géomédia vers les solutions Block in Block. Merci pour votre participation. Un replay sera donc disponible dès la semaine prochaine pour pouvoir revoir des éléments qui vous auraient échappé. Et on est à votre disposition pendant une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. OK. Support PDF, je suis preneur. Donc oui, Monsieur Ouaro, pas de souci, on pourra vous transmettre. Alors, peut-être pas c'est l'intégralité de ce webinaire et des différentes slides sous format PDF, parce que du coup, vous avez vu qu'il y avait pas mal d'animations et vous perdrez cet intérêt-là sous les animations, si on vous le transmet sous format PDF. Mais en tout cas, le replay, pas de souci, vous garderez le son et l'image et on pourra vous transmettre des plaquettes techniques des solutions Géomédia et Block in Block sous format PDF, pas de souci. Alors, pour Block in Block, il faut acheter une licence ou accessible par le biais de Covadis. Alors, la solution Block in Block est disponible en standalone, c'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter la solution Block in Block. On est sur un modèle économique, un modèle économique de location, voilà, de location annuelle. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse vous faire une offre tarifaire. À savoir qu'en fait, pour tous les clients et utilisateurs de la solution Covadis, il y a une offre préférentielle, un tarif spécifique pour les utilisateurs déjà utilisateurs des solutions Covadis et qui souhaiteraient avoir accès à la solution Block in Block. Il y a un tarif préférentiel. Mais ça se passe directement, je dirais, en contractualisation via Block in Block. Le coût de la solution, alors je pourrais vous rechiffrer ça précisément. Voilà, on préfère communiquer les coûts de solution directement aux clients lorsque les besoins sont bien identifiés, le nombre d'utilisateurs, le périmètre d'utilisation. Donc sur les questions tarifs, n'hésitez pas à me contacter en direct, on vous répondra au plus vite. Question sur les antennes GPS compatibles avec la solution. Alors, je vais répondre sur la partie Block in Block et sur la partie compatibilité GPS, Lionel, je te laisserai répondre sur la partie Covadis. Donc, aujourd'hui, à date, la mise en situation, la géolocalisation de la solution Block in Block pour la réalité augmentée se passe sans antennes GPS complémentaires. Voilà. Vous l'avez vu, donc on a différents modes de mise en station. On a un mode indoor, je mets le côté, c'est pas votre métier aujourd'hui, et on a un mode outdoor via une mise en station libre, comme je vous l'ai montré, et également à partir de points émergents type regard. Les équipes de développement de Block in Block travaillent actuellement sur des récupérations de signaux GPS via des antennes partenaires. Voilà, c'est aujourd'hui un sujet de développement pour nous, mais qui n'est pas disponible à date avec la solution. Pour la partie Covadis, Adriano connaît très bien. Ok, d'accord. Donc on se connaît bien. D'accord. Alors précision du modèle en réalité augmentée. Donc ça, c'est une question pertinente et assez récurrente. En fait, la précision dépend de plusieurs paramètres. Il dépend tout d'abord du cas d'usage dans lequel vous êtes. Si vous avez besoin, dans le cas d'usage qu'on vous a présenté aujourd'hui avec Lionel, on est sur une mise en station libre, sur des projets très amont et sur des phases de conception où une précision décimétrique semble tout à fait acceptable. Lorsque vous êtes sur des phases plus phase exé, une précision centimétrique évidemment sera nécessaire, et dans ce cas-là, je dirais une mise en station plus récurrente sera nécessaire. La précision donc dépend, comme je vous le disais, de différents paramètres. Le premier, ce sont les conditions extérieures. Voilà.
d'ensoleillement, de qualité de terrain. Donc, plus il y a d'éléments à scanner, plus l'outil a d'éléments sur lesquels se raccrocher et plus la précision est importante. Et ensuite, le déplacement que vous opérez. C'est-à-dire que lorsque vous vous déplacez, l'outil va scanner son environnement et va pouvoir mettre en cohérence le modèle avec la réalité. On estime aujourd'hui que vous allez pouvoir vous déplacer sur une cinquantaine de mètres et sur ce déplacement-là, vous serez sur une précision qui sera sous le décimètre. Voilà. Donc, une précision décimétrique au-delà de 50 mètres de déplacement. Tel qu'on vous l'a montré, vous pouvez très simplement cheminer en fait. C'est-à-dire que dès que vous voulez avoir une précision supplémentaire, vous vous remettez en station de manière très simple et très efficace et à l'endroit où vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de revenir à votre point initial. Vous pouvez cheminer sur un projet linéaire tel qu'on a pu vous présenter avec Lionel et y avoir un niveau de précision tout à fait acceptable. Blocking Block disponible uniquement sur iPad Pro, oui, à date, c'est le cas. Alors, c'est ni par snobisme, ni par attachement à la marque, à la pomme, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'appareil, le device mobile le plus performant sur le marché, le plus performant sur différentes caractéristiques. Tout d'abord, puisque c'est la seule tablette aujourd'hui à embarquer un capteur LiDAR. Donc, c'est un flux d'informations qui nous est très important. Et c'est aussi l'appareil le plus performant sur les autres capteurs externes, caméra, accéléromètre, gyroscope, et également capacité de calcul. Vous voyez, l'élément la maquette numérique qu'on vous a présentée aujourd'hui avec Lionel faisait quasiment 500 MO et voilà, était parfaitement géré par la tablette. Alors, pour la compatibilité minimum pour Covadis plus GeoRail, j'avoue que je comprends pas très bien la question. Ok, j'allais te la renvoyer, mais voilà, tu as pris les devants. Non, mais la compatibilité Covadis GeoRail est la même que pour Covadis Autopiste. Il n'y a aucun souci de compatibilité. On sait récupérer tout l'EMNT directement dans GeoRail. On sait aller chercher donc les états de terrain. On sait aller utiliser les accents plans, les tabulations de façon classique. Les profils en long sont identiques à ceux utilisés dans Covadis, mais dédiés à GeoRail. Ensuite, on utilise bien sûr tout le module assainissement. On peut visualiser tout l'assainissement dans GeoRail. Mais voilà, si vous avez d'autres questions par rapport à GeoRail, il n'y a pas de souci, vous pouvez me recontacter. Mais on mettra aussi à disposition, hier, il y a eu un webinaire sur GeoRail. Et donc, les vidéos seront aussi à disposition du webinaire GeoRail sur la même page Internet, du coup, sur le webinaire, sur la présentation. Je vais y arriver, Building 360. Ouais, Building 360. Voilà, Building 360 de la même façon que pour la présentation d'aujourd'hui. Question de Lionel sur la partie chaque utilisateur doit avoir une licence pour exploiter les maquettes sur site. Oui, alors pour pouvoir avoir accès à l'intégralité de la solution Blocking Block telle qu'on vous l'a présentée, oui, il faut une licence Blocking Block. Par contre, pour pouvoir partager l'information, partager les annotations, vous pouvez les partager à toutes les personnes de votre projet, même si elles n'ont pas de licence. Donc oui, il faut une licence pour avoir accès aux différentes fonctionnalités de collaboration et de réalité augmentée, mais vous pouvez exporter de l'information via les formats BCF à toute personne de votre projet. Pour le coût d'utilisation, faites-vous un pilote? Alors oui, alors on propose, Blocking Block propose en fait et ça je pourrais vous le détailler, n'hésitez pas, je reviendrai vers vous. En fait, on propose une formule qui vous permet en fait de tester la solution Blocking Block. On a aujourd'hui un modèle économique de licence, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, et également de location de tablettes. Directement raccroché à votre licence, donc pas d'investissement initial de votre part. Donc, ça vous permet d'avoir vraiment la solution Blocking Block clé en main et avec une mécanique qui vous permet de tester la solution pendant un temps donné. Je pourrais vous repréciser les choses. Donc, Adriano, vous reprenez la question. La mise en station se fait avec quel outil? Alors oui, alors je n'ai peut-être pas été très clair dans ma réponse, pardon pour cela. Donc la mise en station se fait avec l'outil LiDAR. LiDAR, c'est-à-dire qu'on va venir sélectionner un point virtuel dans la maquette numérique. Ensuite, la caméra et le LiDAR vont prendre le relais,
scanner l'environnement, détecter un plan. On va ensuite viser le point qu'on a sélectionné préalablement dans le virtuel, on va le viser dans la réalité. On récupère l'information d'orientation du nord géographique de la maquette Covadis, qu'on met en cohérence avec l'orientation de la tablette, l'indication boussole de la tablette, et c'est par cette combinaison d'actions qu'on va pouvoir mettre en station la maquette numérique. J'espère avoir été plus précis. Possible de créer ses propres repères provisoires pour améliorer la précision. Alors ça, c'est une question... c'est une question qui est aussi récurrente. On travaille effectivement, je dirais, à optimiser la mise en station et optimiser la mise en station notamment pour les projets d'infrastructure. Donc ça, c'est vraiment un travail au long cours que fait Block in Block et les équipes de développement de Block in Block, où on va pouvoir, je dirais, adapter au mieux les mises en station. Et oui, le fait de pouvoir multiplier les mises en station et quelque part trianguler et faire des zones de précision, oui, ça fait partie des axes sur lesquels on travaille, qui ne sont pas disponibles actuellement, mais sur lesquels on travaille. Mise en relation entre l'iPad et la mise en station. Voilà, Adriano, je ne comprends pas trop la question, mais n'hésitez pas, on pourra, si vous voulez, vos questions sont assez précises, vous semblez très intéressés, on pourra se reprévoir un échange dans les jours à venir, je suis à votre disposition. Compatibilité version AutoCAD, je te laisse répondre, Lionel. Oui, de mémoire, il me semble que c'est bien minimum AutoCAD 2018 pour GeoRail. Et pour les dernières versions de Covadis, de toute façon, la version 10. Un petit souci technique, alors je ne sais pas si vous m'entendez, mais moi je n'entends plus Lionel. Bah, écoutez, je pense qu'on a été au bout des différentes questions. Donc, sur l'accessibilité à la vidéo GeoRail, donc Lionel avait répondu, OK. Eh bien, écoutez, nous nous étions donné une petite heure, 45 minutes. Donc, on est au bout de ce temps-là. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à notre webinaire. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter en direct via l'adresse webinaire@blockinblock.com pour pouvoir vous préciser les différents éléments techniques qui seraient encore nécessaires. Sur la partie chiffrage, idem. Donc, on pourra vous transmettre les éléments chiffrés très rapidement. Merci à toutes et à tous et à très vite.